suis Aude Mirkovitch, je suis juriste et nous allons tenter de faire le tour en 30 minutes de la question des enfants et adolescents en questionnement de genre. Alors de qui parlons-nous? Eh bien nous parlons de garçons ou de filles qui s'identifient dans le sexe opposé. Donc des garçons fermement convaincus ou très désireux d'être des filles et vice-versa, des filles qui présentent l'intime conviction, la ferme résolution, le désir intense d'être des garçons. Et puis il y a de nombreuses possibilités, sachant que certains enfants s'identifient demi-boys, demi-girls, gender fluide, etc. Alors, nous parlons d'enfants dont le sexe a été constaté sans difficulté à la naissance. En effet, il existe des cas d'enfants qui naissent avec ce que l'on appelle des anomalies du développement génital. Donc la loi parle de variation, mais il s'agit bien d'anomalies, à tel point qu'il est difficile de distinguer s'il s'agit de filles ou de garçons. Donc ce ne sont pas de ces enfants-là dont nous parlons. Nous parlons d'enfants dont le sexe a été constaté sans la moindre difficulté, mais plus tard, eh bien, ils s'identifient dans le sexe opposé. En effet, cette démarche s'inscrit dans une tendance actuelle qui vise à disqualifier le sexe biologique au profit de ce que l'on appelle le ressenti de genre. Donc, dans cette perspective, le sexe aurait été assigné à la naissance, donc de façon plus ou moins arbitraire au nouveau-né, avec l'obligation corrélée de se comporter, de se conformer à un certain rôle social. Et contre cette prétendue assignation d'un sexe à la naissance, eh bien, il appartiendrait à chacun d'autodéterminer son identité de genre, c'est-à-dire sa véritable identité, celle qu'il ressent au fond de lui-même. Cette idéologie qui revient à disqualifier le sexe au profit d'un genre ressenti, eh bien, elle se répand chez les enfants et chez les adolescents. Elle est présente dans la société entière, à la télévision, dans les médias, dans les séries et jusque dans les établissements scolaires, ainsi que nous le verrons dans un instant. Les premières consultations médicales pour enfants dysphoriques de genre, elles sont apparues en tant que telles il y a à peu près une dizaine d'années en France. Et à l'origine, se présentaient de jeunes garçons, en général prépubères, donc des garçons de primaire, qui présentaient cette conviction intime d'être des filles. Et avec le temps, le nombre d'enfants concernés a beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, en plus de cette augmentation exponentielle des cas, eh bien, les cliniciens constatent une inversion du sexe ratio. C'est-à-dire qu'on a affaire en grande majorité à des adolescents et à des adolescentes, des filles. Le phénomène a littéralement explosé à la rentrée du confinement dans les établissements scolaires, après que les jeunes aient passé beaucoup de temps déjà isolés pendant le confinement. Ce temps, ils l'ont beaucoup passé devant leurs écrans, et donc beaucoup ont découvert, ou en tout cas se sont familiarisés avec ce processus dit de transidentité, et donc beaucoup sont revenus en classe avec la demande justement d'être identifiés dans le sexe opposé. En effet, le vocabulaire, le terme de sexe est délaissé parce qu'il est considéré comme se référant trop à un donné biologique objectif et constatable. Donc le vocabulaire du sexe est délaissé au profit de celui du genre, parce que le créneau du genre, en effet, laisse plus de place, en tout cas semble-t-il, plus de place pour cette prétendue autodétermination. Mais en réalité, sous couvert de changement de genre, c'est bel et bien un changement de sexe qui est réclamé. Changement de sexe de fait lorsque l'état civil n'est pas concerné, mais changement de sexe. Il ne s'agit pas seulement d'être accepté dans un comportement féminin ou masculin, dans un rôle social. Non, les jeunes concernés demandent à être identifiés dans le sexe opposé. C'est bien un changement de sexe dont nous parlons. Alors, de façon un petit peu schématique, il y a deux manières d'accueillir ce questionnement d'un jeune lié à son identité sexuée.
Tout d'abord, il y a l'approche psychothérapeutique qui consiste à explorer les raisons pour lesquelles l'enfant ou l'adolescent ne parvient pas à s'identifier dans le sexe qui est le sien, dans le but de trouver les causes de ce mal-être en vue d'y remédier, et donc d'aider l'enfant ou l'adolescent à s'accepter comme le garçon ou la fille qu'il est, si possible à s'aimer comme tel, et au minimum à faire avec. Et tous les praticiens qui font leur cette approche se rejoignent sur le constat minimum que, quoi qu'on pense du processus plus tard, en général pour les adultes, de transidentité, en tout cas, les enfants et les adolescents n'ont pas la maturité et le développement suffisant pour prendre des décisions dans ce domaine qui sont susceptibles d'impacter toute leur vie et qu'ils pourraient regretter plus tard. Donc au minimum, il s'agit d'accompagner ces jeunes dans une démarche psychothérapeutique le temps qu'ils grandissent. Et si on ne parvient pas à les aider à se réconcilier avec leur sexe, eh bien, ils prendront les décisions qui sont les leurs, mais plus tard, une fois parvenus à l'âge adulte. La deuxième approche, qu'on appelle l'approche transaffirmative ou affirmative, elle revient à prendre acte de l'autodiagnostic du jeune, donc je suis un garçon, je suis une fille, et de mettre en place ce qu'il demande, à savoir en général la transition sociale, accompagnée ou pas d'une transition médicale. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, la transition sociale, c'est le fait d'être appréhendé, identifié par l'entourage, par les tiers, dans le sexe revendiqué. Donc en général, ça passe par un changement de prénom, mais pas forcément. Et surtout, ce qui est demandé, c'est un changement de pronom. C'est-à-dire c'est une fille qui demande, une fille qui s'appelle Chloé, qui demande à être désormais appelée Maxime, mais pas seulement. Elle demande à être genrée au masculin, c'est-à-dire qu'on s'adresse à elle au masculin, qu'on parle d'elle au masculin. Et en conséquence de cette affirmation dans le sexe revendiqué, eh bien, la transition sociale comporte l'accès à ce qu'on appelle les lieux d'intimité, c'est-à-dire tous les espaces qui en général sont non mixtes, à savoir les toilettes, les vestiaires, les dortoirs dans les internats, les compétitions sportives, pour prendre les aspects les plus visibles. Cette demande de transition sociale, en général, elle va s'accompagner ou être suivie d'une transition médicale. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cette fois-ci, il s'agit de demander à la médecine des traitements pour perdre autant que faire se peut l'apparence du sexe biologique, qui est celui de l'enfant, pour acquérir les caractéristiques du sexe opposé et ressembler au maximum au garçon ou à la fille que l'intéressé se dit. Alors, concrètement, je ne parle ici que des aspects qui intéressent les enfants et les adolescents. Donc, pour les enfants, eh bien, il leur est proposé des bloqueurs de puberté. Les bloqueurs de puberté, ce sont des hormones qui, comme leur nom l'indique, ont pour but et pour effet de bloquer la puberté, de l'empêcher de se faire. Alors, pendant quelques temps, ces traitements ont été présentés comme étant parfaitement anodins, réversibles, et comme une sorte de pause. Hein. On met la puberté sur pause, et ensuite on voit. Bon, en réalité, aujourd'hui, la controverse est importante, parce que d'abord, ces traitements ont des effets secondaires importants, notamment sur les os, mais surtout, c'est que la puberté n'est pas qu'un processus physique. Et la puberté a aussi une importance sur le développement du cerveau, à tel point qu'on a pu parler d'orage cérébral de la puberté. Et eh bien, on peut s'interroger, les psychologues s'interrogent sur les conséquences pour un individu de se construire, de grandir sans passer par cette étape de la puberté. Après les bloqueurs, il est proposé aux jeunes d'être mis sous hormones. Donc les filles sont mises sous testostérone, les garçons sous oestrogène, avec le but justement d'acquérir les caractéristiques du sexe opposé. Donc chez les filles, eh bien, on va voir se développer la barbe, la voix va devenir grave, et puis toute l'apparence va se masculiniser. Et puis chez les garçons, ce sera l'inverse, la voix
en général, la voix reste masculine, mais ils vont, leur apparence va se féminiser. Il y a encore, alors pour les hormones, là, au bout d'un certain temps, la prise d'hormones a des effets qui vont être définitifs, c'est-à-dire que certains effets sont suspendus à la prise d'hormones à vie, mais au bout de quelques mois, hein, eh bien, certaines choses sont définitives, et notamment chez les filles, hein, qui sont les plus concernées. Eh bien, au bout de quelques mois, ça dépend combien selon les intéressés, mais au bout d'un certain temps, la voix restera définitivement masculine. La barbe, la pilosité va s'estomper si on arrête la testostérone, mais enfin, elle demeurera quand même. Il y a des choses qui sont irréversibles. Et bon, chaque personne réagit différemment, mais enfin, certains effets demeureront. Et puis, il y a également possibilité de procéder à des interventions chirurgicales, donc pour finalement, d'abord, ce qui concerne les organes génitaux, pour retirer les organes génitaux du sexe rejeté et essayer de reconstituer les organes génitaux du sexe revendiqué. Donc, chez les mineurs, ce qui est pratiqué aujourd'hui en France, c'est avant tout des mastectomies, donc l'ablation d'une poitrine saine par ailleurs, chez les filles. Ça se pratique de façon courante à partir de 15 ans. Et chez les garçons, l'ablation des organes génitaux semble peu pratiquée. On a eu des cas de garçons de 17 ans, mais bon, ça a vocation on constate que ces actes sont pratiqués de plus en plus tôt, et enfin, entre 16, 17, 18 ans, même 19, 20 ans, parce qu'en réalité, la construction cérébrale, elle n'est pas terminée à 18 ans, et la maturité psychique, c'est plutôt 24, 25 ans. Voilà, de façon très schématique, de quoi est-ce qu'il s'agit. Et donc, je reviens à mon approche transaffirmative. Eh bien, cette approche-là va tenir compte de l'affirmation de la fille « je suis un garçon » ou du garçon « je suis une fille », justement pour mettre en place cette transition sociale qu'il demande et éventuellement les traitements médicaux. Et l'approche transaffirmative, en fait, s'interdit de trop questionner la demande de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va vérifier, on va l'informer. Alors, est-ce qu'il est capable de comprendre ce qu'il va dire? Ça, c'est une autre affaire, on y reviendra. On va voir s'il vraiment il veut faire ça, s'il n'est pas trop influencé, mais pas trop, parce que à partir du moment où on adhère à cette idée que chacun doit s'autodéterminer, eh bien, nul ne sait mieux que ce jeune qui il est vraiment, et on ne va pas trop essayer de le dissuader sous peine de l'influencer et en fait de l'empêcher d'exprimer sa véritable identité. Donc l'approche transaffirmative, et c'est assumé, elle essaye de ne pas trop éprouver la demande du jeune et elle en prend acte. Cette approche transaffirmative, elle est largement véhiculée en ce moment en France, donc par les médias. Pratiquement toutes les émissions de télévision sur le sujet sont transaffirmatives. Elles donnent la parole à des personnes qui ont entamé un processus de transition et qui expliquent combien ça va beaucoup mieux pour elles depuis qu'elles ont commencé ce processus. Et il n'y a pas tellement de discussions ni de controverses susceptibles de mettre en cause justement ces processus de transidentité. En outre, cette approche transaffirmative, elle est promue par l'Éducation nationale dans les établissements scolaires, puisqu'une circulaire de l'Éducation nationale de 2021 donne la consigne très claire aux établissements scolaires de mettre en place dans le cadre scolaire la transition demandée par les élèves. Donc, on demande aux professeurs et aux autres élèves d'utiliser le prénom choisi par l'élève et de l'identifier dans le sexe qu'il revendique, avec un accès plus ou moins concerté, organisé selon les lieux et selon les circonstances, accès aux toilettes, aux vestiaires, aux dortoirs, correspondant au sexe revendiqué. Donc cette approche transaffirmative est largement promue en France, mais ce n'est pas la seule, comme on l'a vu. Il y a aussi une possibilité d'accompagner le jeune, c'est-à-dire il n'est pas question de dire « bon, allez, ça passera, on s'en occupe pas ». Non, non, on prend tout à fait au sérieux la souffrance qui est la sienne et les difficultés qu'il a, mais dans une perspective psychothérapeutique pour l'aider
à se réconcilier avec son corps. Donc cette approche transaffirmative qui est aujourd'hui promue en France, elle n'est pas la seule et elle est de plus en plus controversée, notamment à l'étranger, dans les pays qu'on appelle entre guillemets précurseurs, parce que la France, enfin le phénomène s'est développé assez tardivement en France, et les pays notamment du nord de l'Europe et les pays anglo-saxons, eh bien, pratiquent depuis beaucoup plus longtemps que nous ces transitions de genre chez les mineurs. Eh bien, la Norvège, non pardon, la Finlande, puis la Suède en 2021, qui ont pendant des années procédé à la médicalisation des jeunes qui s'identifient trans, eh bien, ont opéré un retournement à 180 degrés et les consignes de santé en Finlande aujourd'hui, et enfin, surtout en Suède, c'est là que c'est le plus clair, sont de mettre fin à la médicalisation des mineurs et à ne garder les traitements hormonaux que pour des cas très spéciaux, puisqu'il s'agit de recherche biomédicale, donc qui sont très encadrés dans le cadre de protocoles de recherche. Et puis dernièrement, le Royaume-Uni a opéré le même cheminement, c'est-à-dire que le NHS britannique, le National Health Service, en octobre 2022, a annoncé des nouvelles directives en la matière qui opèrent ce même revirement à 180 degrés. Déjà, ils annoncent la fermeture de la clinique Tavistock à Londres, qui est la clinique de genre pour mineurs en Grande-Bretagne. Ce service pour mineurs va être fermé et les mineurs seront dans l'avenir pris en charge dans une perspective psychothérapeutique, psycho-exploratoire, qu'on appelle aussi holistique, c'est-à-dire globale. On ne va pas juste les étiqueter trans pour les engager dans des soins transaffirmatifs, on va les prendre en charge de façon globale pour aller voir justement quelles sont leurs difficultés, pour tenter d'y remédier. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le NHS britannique va plus loin, parce qu'en plus, il déconseille très fortement la transition sociale. Et recommande de ne pas la mettre en œuvre pour les mineurs prépubères et après la puberté, que vraiment dans les cas extrêmes où c'est le seul moyen de garder le lien avec l'adolescent, mais dans l'idée d'y renoncer le plus rapidement possible. Alors, donc ce petit tour d'horizon étant fait, il n'est pas possible de donner mon but n'est pas de donner ici des conseils ou des directives, de dire voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire, parce que chaque cas est absolument unique et il faut s'adapter, mais enfin, le but de ce propos est simplement de donner quelques éléments de discernement, notamment pour éprouver un petit peu cette approche transaffirmative qui est promue comme la bonne attitude. Dans le discours officiel, les bons parents, ce sont ceux qui écoutent leur enfant, qui s'identifie trans, qui l'accompagnent dans son processus d'autodétermination et qui mettent en œuvre ce qu'il demande, à savoir cette transition sociale puis médicale. Les bons profs sont ceux qui accueillent l'élève trans, qui s'identifie trans, et qui l'identifient dans le sexe qu'il revendique, etc. Est-ce que c'est vraiment la bonne attitude de laisser croire à des enfants, des adolescents, qu'il serait possible d'être du sexe opposé, simplement parce qu'on en est convaincu ou parce qu'on le désire, plus simple effet de la volonté? Eh bien, voilà, on peut légitimement s'intéresser pour plusieurs raisons, donc je vais juste esquisser quelques éléments de discussion. D'abord, il est fort probable que ces enfants et adolescents ont de vrais problèmes, parce que si un jeune n'arrive pas à s'approprier son corps au point de vouloir être de l'autre sexe, ou en tout cas de refuser d'être de son sexe, c'est qu'il a certainement de vraies difficultés. Et d'ailleurs, les études qui sont menées sur ces jeunes en questionnement de genre révèlent de façon très claire, et d'ailleurs elles ne sont pas contestées par ceux qui mettent en œuvre les soins transaffirmatifs, mais ils leur donnent une autre interprétation. En tout cas, on constate dans les jeunes qui réclament cette transition de genre qu'il y a de façon bien supérieure à la population générale du même âge des syndromes post-traumatiques, des troubles psychiatriques, des difficultés psychologiques diverses et des troubles du spectre autistique. Alors je ne vais pas parler de tout ça, je vais simplement donner quelques exemples. Donc l'autisme, il y a beaucoup de jeunes qui présentent le syndrome Asperger. Les syndromes post-traumatiques sont également très fréquents et il s'agit souvent d'enfants qui ont subi une agression sexuelle.
Et en fait, le fait de refuser leur sexe et d'être de l'autre sexe est un mécanisme inconscient de protection. La fille qui a été violée ou qui a subi une agression sexuelle, eh bien, pense ne plus jamais subir la même chose, échapper à ce statut de victime en étant un garçon. Et pareil chez les garçons, le garçon qui a été abusé pense ne plus être victime en étant une fille, ou alors il peut identifier le sexe masculin, un sexe de prédateur. Et lui, il a peur de devenir la même chose. Et en fait, il se protège comme ça. Donc voilà, donc ces enfants ont besoin d'être rassurés sur le fait que ce qui leur est arrivé n'était pas normal, que c'est d'ailleurs un délit pénal, que tous les hommes ne sont pas des prédateurs sexuels, qu'ils sont en sécurité, etc. Il y a également beaucoup de difficultés d'ordre psychologique, et notamment dans les relations avec les parents. Donc les psychologues disent bien, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser qui que ce soit. Il ne s'agit pas c'est pas la faute des parents ou la faute des enfants, mais il y a là tout un terrain à explorer. Alors je donne juste quelques exemples qui sont faciles à comprendre, mais en fait il y en a beaucoup, hein, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Ce désir d'être de l'autre sexe peut en fait exprimer chez l'enfant le besoin l'effort de satisfaire les parents. En fait, tous les enfants veulent bien faire et ils essayent de donner satisfaction aux parents. Et il se peut qu'un garçon, par exemple, qui est convaincu d'être une fille et qui désire être une fille, en réalité, il essaye de satisfaire le désir qu'il imagine chez ses parents d'avoir eu une fille. Et c'est une piste à explorer. Par exemple, si un garçon vient après déjà 3 garçons et que les parents désiraient beaucoup avoir une fille, et même peut-être qu'ils le disent d'ailleurs et puis qu'ils en blaguent, en fait ils sont très contents d'avoir leur garçon, mais peut-être que l'enfant, lui, habituellement l'enfant rira avec les autres, mais il est possible que dans certains cas, eh bien, ça va être une faille chez lui et qu'en fait il ait l'impression qu'il serait mieux aimé, qu'il donnerait plus de joie à ses parents s'il était une fille. Et ce désir que l'enfant suppose chez ses parents, hein, ça rejoint un petit peu ce que l'on appelle le trouble de l'enfant de remplacement, qui est assez répertorié aussi en psychologie, hein, donc un enfant qui essaye de remplacer un autre enfant que les enfants ont perdu, que les parents ont perdu, soit que la maman a fait une fausse couche, hein, soit qu'elle ait perdu un enfant en bas âge avant. Et donc l'enfant qui arrive après, eh bien, va culpabiliser d'exister, et en fait il essaye de remplacer le bébé que les parents ont perdu. Donc très souvent ça va se traduire par les signes suivants. C'est que l'enfant ne veut pas grandir, donc il ne parle pas, il continue à faire pipi au lit pendant très longtemps. Et en réalité, lorsqu'on l'emmène consulter pour ses difficultés, on se rend compte qu'il il essaye de remplacer le bébé qui devrait exister à sa place. Donc voilà, là encore, il s'agit de le rassurer sur le fait qu'il n'a pas à remplacer son frère ou sa sœur et que ses parents sont très contents de l'avoir lui et qu'il l'aime lui et pas comme un bébé pour remplacer celui qui n'est plus là. Voilà, donc on pourrait allonger la liste, hein, des difficultés identifiées. Les psychologues qui suivent ces enfants en questionnement de genre, justement, ils disent que ce sont des cas qui sont quand même assez classiques. Évidemment, chaque cas est unique et on ne peut pas plaquer sur voilà, une situation égale un enfant en questionnement de genre. Mais enfin, il y a là de nombreuses pistes. Et donc on comprend que lorsque l'on s'interdit d'aller rechercher les causes pour lesquelles l'enfant ne s'approprie pas son sexe, eh bien, on n'a aucune chance de les trouver puisqu'on ne les cherche pas. Et donc, les vraies difficultés de l'enfant, en fait, ne vont pas être prises en charge. Et finalement, cette approche transaffirmative, elle revient de fait à priver les enfants des soins dont ils ont besoin. Évidemment, ça n'est pas le but, hein, parce que personne ne veut du mal à ses enfants, mais c'est le résultat. Et d'ailleurs, il est possible que, au moins dans un premier temps, la transition, donc l'identification dans le sexe revendiqué du jeune, va lui apporter une vraie satisfaction, une vraie amélioration de sa qualité de vie, parce que ça va faire diversion. Mais il est probable que ça ne durera pas, parce que comme les vrais problèmes de l'enfant ne sont pas pris en charge, ben, ils vont demeurer. Hein, et ensuite, ben, ils vont se dire, ouais, non, mais maintenant que je suis considérée par tout le monde dans l'autre sexe, en réalité, je vais toujours aussi mal, je suis toujours aussi malheureux, et par conséquent, il y aura une déception. Par ailleurs, s'agissant d'enfants et d'adolescents,
eh bien, se pose très sérieusement la question de la responsabilité des adultes à leur égard. Parce que si on peut imaginer qu'un adulte puisse, en connaissance de cause, s'engager dans un processus de transformation de son corps pour trouver justement une amélioration de sa qualité de vie, de son ressenti, bon, c'est une question qui se discute en elle-même. Mais enfin, en tout cas, vis-à-vis de la perception que l'adulte aura des choses, on peut admettre que ce soit possible. Mais comment est-ce qu'un enfant pourrait, en connaissance de cause, s'engager dans un processus qui va impacter toute sa vie, qui va impacter sa sexualité future, sa capacité à procréer? Ça n'est pas possible. Et c'est pourquoi chacun doit prendre ses responsabilités, parce que le jour où cet enfant ou adolescent regrettera ce qu'il a fait, personne ne pourra s'abriter derrière le consentement de l'enfant qui n'a aucune valeur juridique. Et d'ailleurs, les témoignages de ceux qu'on appelle les détransitionneurs, donc ces jeunes adultes qui regrettent vers 20 ans, 22 ans, les transitions qu'ils ont pourtant réclamées lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents, nous éclairent sur ce point. Par exemple, on avait un témoignage dans Le Parisien en septembre dernier, d'une certaine Sacha qui avait fait une transition à 14 ans et qui se retrouvait jeune adulte, complètement mutilé, avec une voix définitivement masculine, plus d'organes génitaux féminins, etc., plus de seins bien sûr, et qui disait « c'est vrai qu'ils m'ont écouté, mais écouter à ce point quelqu'un de 14 ans, quand même, ça pose problème ». Voilà, donc vous voyez, on pourrait, je dois avancer, mais je ne fais qu'esquisser ici quelques points. Je voudrais dire un mot pour les autres enfants, parce que lorsque un enfant dans une classe ou une école demande à être identifié dans le sexe opposé et qu'on accède à sa demande, ça veut dire qu'on impose à toute la communauté éducative, donc aux enseignants et aux autres élèves, de renoncer à leur propre perception du réel pour adhérer et agir en fonction du ressenti intime de l'autre. Donc ce garçon s'identifie fille, dont toute la classe est sommée de le considérer comme une fille, de le traiter comme une fille. Et pour des enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, parce qu'en réalité, on les situe dans une insécurité générale, parce que le message qui est envoyé, c'est que le réel, finalement, n'existe pas. Et que tout dépend de la volonté et du ressenti. Et c'est très insécurisant, parce que, encore une fois, si un adulte est capable, c'est pas très confortable, mais enfin nous sommes capables de faire la différence entre le réel et un comportement qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une personne. Mais un enfant qui est en train de faire l'apprentissage de la différence entre la réalité et le jeu, le rêve, la volonté, ça s'appelle grandir tout simplement, eh bien c'est très insécurisant justement de ne pas pouvoir compter sur le réel. Parce que si un garçon de la classe aujourd'hui peut devenir une fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mes parents, peut-être demain, ne seront plus mes parents. Vous voyez, tout devient relatif et on plonge les enfants dans un monde mouvant et fluctuant qui est très insécurisant pour eux. Et puis alors, il y a aussi toutes les conséquences très concrètes de devoir justement partager les espaces d'intimité avec finalement des enfants de l'autre sexe, qui est source d'insécurité, d'angoisse, d'inconfort, une atteinte à beaucoup de choses pour eux. Alors, comme il faut avancer, je voudrais terminer avec cette question, finalement, que se passe-t-il si un jeune à l'école demande à être identifié dans le sexe opposé? Quel est le risque finalement juridique à dire oui ou à dire non? D'un point de vue de la responsabilité éducative, de la pédagogie, de l'anthropologie même qu'on veut transmettre aux enfants, c'est clair qu'on ne peut pas les laisser croire qu'ils pourraient être de l'autre sexe, et ce déni du réel est finalement une démission éducative à leur égard. Mais, que se passe-t-il si on n'accepte pas justement de les traiter dans le sexe dans lequel ils se revendiquent? Eh bien là, le droit ne donne pas de consignes qui soient vraiment claires, et l'insécurité juridique en réalité est partout. Donc ça n'est pas confortable, mais c'est le cas. Il y a de solides arguments juridiques pour appuyer le comportement qui revient à dire à un jeune « Écoute, tu es un garçon, ma responsabilité d'adulte est de te considérer comme tel,
Ne serait-ce que, un jour, peut-être que tu pourrais regretter ce traitement comme fille, et je ne veux pas que tu me le reproches, parce que les premiers procès commencent à l'étranger. Ce sont les médecins qui aujourd'hui se voient assignés en justice par leurs anciens jeunes patients qui regrettent les traitements, mais les prochains sur la liste, ce sont tous les adultes, donc les professeurs et même pourquoi pas les parents. Et par conséquent, ne serait-ce que pour ça, déjà le discours peut se justifier. Et puis il y a aussi bien sûr, heureusement, les raisons de fond. Le Code civil interdit le changement de la mention du sexe à l'état civil aux mineurs, alors même qu'aucun changement médical d'ailleurs n'est requis. Donc ce n'est qu'une transition sociale, si je puis dire, et le Code civil l'interdit aux mineurs. Alors le Code civil n'est pas transphobe. Donc le bien qui est recherché pour l'enfant justifie, je pense, en tout cas, pourrait venir en renfort pour soutenir justement cette attitude qui est d'en s'en tenir à la réalité de son sexe, garçon ou fille. Mais on ne peut pas exclure qu'on puisse avoir des difficultés à ce sujet. Donc pour schématiser un petit peu, on peut dire qu'aujourd'hui, un chef d'établissement qui refuse de mettre en place la transition demandée par un élève et ses parents, il s'expose à des difficultés. Il y aurait de quoi se défendre, mais il s'expose à des difficultés juridiques, c'est un fait. Mais d'un autre côté, le même chef d'établissement qui accepte à contre-cœur de mettre même à contre-cœur de mettre en place cette transition sociale, eh bien peut-être que dans 5 ou 10 ans, il aura des difficultés et que son comportement lui sera reproché. Pour finir, je voudrais apporter un dernier élément qui est qu'on a tendance parfois à relativiser tout ça en disant bon, c'est vrai que ce sont des enfants, notre rôle c'est de les protéger, mais enfin, d'accord, la médicalisation, les hormones, la chirurgie, tout ça, c'est pas pour eux. Mais on a tendance à relativiser la transition sociale. Après tout, si un jeune peut se sentir mieux en utilisant un nouveau prénom, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien en fait, il faut dissiper ce malentendu. C'est que d'abord, il ne s'agit pas seulement d'une affaire de prénom, c'est bel et bien un changement de sexe de fait qui est demandé. Et la transition sociale ne peut pas être relativisée. Elle n'est pas anodine et elle ne donne pas du temps aux enfants pour réfléchir. Au contraire, à partir du moment où l'enfant va avoir ce statut social du sexe opposé, c'est le but, cette transition sociale, eh bien, loin de lui donner un espace de liberté, en réalité, on le met sur les rails d'un processus à l'intérieur duquel il va perdre une grande partie, si ce n'est toute sa liberté. Regardez, un garçon de CM2 qui est identifié comme fille, traité comme fille, qui a un prénom de fille, qui vient à l'école habillé en fille, eh bien, ça va aggraver déjà la discordance, enfin sa dysphorie de genre, ça va aggraver ce décalage qu'il y a entre son corps et son ressenti qui aujourd'hui est relayé même dans la sphère sociale. Et ça va être très compliqué pour lui, une fois que tout le monde le connaît comme une fille, de dire en fait finalement je me suis trompée, tout compte fait je suis un garçon. Et en plus de ça, on ne peut pas dissocier cette transition sociale du processus médical, parce que lorsque sa puberté va arriver, il va être poussé à demander des hormones, parce que ça ne suffira plus de porter des jupes et d'avoir des couettes, c'est que la transformation de son corps, sa voix qui va muer, sa barbe qui va pousser, va rendre insupportable ce décalage entre son statut social de fille et son corps qui devient un corps d'homme. Et par conséquent, dans l'immense majorité des cas, les jeunes qui sont engagés dans la transition sociale demandent la médicalisation. Alors que, inversement, les jeunes pour lesquels l'accompagnement psychothérapeutique n'est pas doublé de la mise en place de cette transition sociale, eh bien là, c'est l'inverse. C'est l'immense majorité d'entre eux qui finalement se réconcilient avec son sexe. Donc la transition sociale n'est pas une période anodine, c'est déjà une première forme de traitement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'autorité de santé britannique, comme je l'ai dit tout à l'heure, déconseille très fortement les transitions, même sociales, chez les jeunes. Voilà, j'espère que ces quelques éléments de discernement vous seront utiles. Je voudrais vous présenter cet ouvrage Questionnement de genre, dont j'ai sorti beaucoup d'éléments, parce que ce livre réunit les contributions de juristes comme moi, mais aussi d'un médecin, d'un pédopsychiatre, d'un psychologue, un intervenant en milieu scolaire, un chef d'établissement, et ce qui permet d'avoir une approche pluridisciplinaire et de faire le tour un petit peu des différents aspects. Donc si vous voulez développer ce qui a été dit ici très brièvement, vous pouvez vous procurer cet ouvrage Questionnement de genre chez les enfants et adolescents aux éditions Artege. Merci pour votre attention.